Monsieur le ministre, permettez-moi tout d'abord, au nom du corps diplomatique, d'exprimer la satisfaction et la gratitude de tous les chefs de mission accrédités auprès de la République française pour cette invitation qui nous donne l'agréable occasion de vous présenter, en tant que corps diplomatique et à titre individuel, nos vœux les plus cordiaux et les plus respectueux pour l'accomplissement de votre mission. Votre pays a concentré l'attention mondiale par deux événements à forte portée symbolique. Nous en mesurons encore les effets bénéfiques aujourd'hui de l'avis unanime. Les Jeux olympiques et paralympiques de l'été dernier ont été une réussite tant pour la qualité des athlètes qui y ont concouru que pour leur organisation scénique et leur transmission à Mondovision. Dès l'ouverture, un sentiment de sécurité et une atmosphère de convivialité ont permis à des milliers de personnes d'apprécier l'esprit de concorde qui a présidé à ces Jeux. La compétition loyale est assurément une école de relations humaines réussies entre les personnes et les peuples. L'autre événement à forte portée universelle a été la présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement et de dignitaires religieux pour la réouverture de Notre-Dame de Paris. Comme le président de la République l'a souligné, les travaux de restauration ont mis en lumière la capacité de 250 entreprises de coordonner leur expertise et de maintenir pendant 5 ans l'enthousiasme et la fierté de participer à une œuvre d'une telle ampleur et d'une telle beauté. J'ose mentionner ici Saint-Exupéry qui, dans Terre des Hommes, incite à faire bâtir une tour aux hommes pour les changer en frères. L'année 2024 nous laissera cependant le souvenir d'une période contrastée. Ce fut la plus chaude depuis le début des mesures prises pour limiter le réchauffement climatique. Elle impose à nos yeux l'urgence de travailler à limiter ce réchauffement. La COP29, partie sur des constats réalistes, a cependant laissé sur leur faim les pays du Sud qui doivent gérer de front croissance démographique et contrôle de l'immigration. À l'urgence climatique s'ajoute celle de l'engagement pour la paix. Nous savons la paix compromise sur plusieurs fronts et nous observons avec préoccupation une intensification de la course aux armements. Les institutions de sauvegarde de la paix construites à la fin du second conflit mondial sont mises à rude épreuve. C'est le rôle et la grandeur de la diplomatie de résoudre les conflits par la négociation. Nous comprenons le souci qui sont les vôtres, Monsieur le ministre, en espérant que la nouvelle année apporte plus de sécurité et de sérénité à nos contemporains. La communauté internationale a suivi avec attention les développements de la vie sociale et politique de votre pays, éprouvés en décembre par le cyclone qui a frappé le département de Mayotte dans l'archipel des Comores. Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, au mois de juin dernier, l'action gouvernementale, privée de majorité parlementaire, a une tâche plus ardue que de coutume. Le corps diplomatique est confiant dans la capacité de la France à maintenir le cap de la stabilité et de la consolidation. C'est le souhait que nous formulons pour la France, car sa stabilité est une garantie pour l'équilibre de l'Europe et de la communauté internationale. Le corps diplomatique souhaite au peuple français, à Monsieur le Président de la République et à vous-même, Monsieur le Ministre, une nouvelle année décisive dans la construction de la paix.
Merci. Monsieur le ministre, Monseigneur, Madame la secrétaire générale, Mesdames les ambassadrices, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur de m'adresser devant vous et c'est une joie de vous accueillir au Quai d'Orsay, un lieu où mes prédécesseurs ont tant fait pour la paix et pour la coopération. Après une année qui a été marquée, vous l'avez rappelé, Monseigneur, par des événements qui ont rassemblé en France la communauté internationale. Vous en avez cité deux, permettez-moi d'en ajouter un troisième, le 80e anniversaire de la Libération, avec, dès le mois de mai, des cérémonies à l'honneur de celles et ceux qui se sont battus, qui ont donné leur vie pour libérer la France et l'Europe sur les plages de Normandie. Cérémonies qui se sont poursuivies tout au long de l'année avec la libération de Paris à la fin du mois d'août, la libération de Strasbourg à l'automne, cérémonies qui se sont poursuivies en ce début d'année encore avec hier, le 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Et nous commémorons le 8 mai la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui a déshonoré l'Europe, mais qui a été aussi à l'origine de l'ordre international fondé sur le droit, dont la France a été l'un des principaux artisans. Et puis il y aura au lendemain du 8 mai un autre anniversaire qui, lui, est tout entier attaché à la maison dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. C'est l'anniversaire du 75e anniversaire de la déclaration de Robert Schuman, prononcée le 9 mai 1950 dans le salon de l'horloge que vous venez de traverser. Une déclaration d'1 minute 30, 550 mots ciselés qui auront fait basculer le destin de la France et le destin de l'Europe. Et c'est donc à l'orée de cette année que je vous adresse, ainsi qu'à vos proches, tous mes vœux de bonheur, de santé et de succès pour l'année qui s'ouvre. Elle nous mettra au défi, à n'en pas douter, mais nous avons à notre main un atout incomparable, la force de la communauté diplomatique que vous incarnez chacune et chacun. J'ai l'honneur d'être à la tête d'une diplomatie française qui s'attache à œuvrer pour protéger les intérêts de la France et des Français. Chacune et chacun d'entre vous menez cette belle et difficile mission pour vos pays respectifs. Mais nous avons aussi une tâche en commun et des aspirations collectives. Contribuer à la stabilité internationale, protéger la planète, organiser la prospérité de la communauté humaine dans son ensemble. Partout, nous travaillons ensemble à la prospérité et à la sécurité de nos compatriotes. Je souhaite d'ailleurs remercier chacune et chacun d'entre vous, et à travers vous, vos pays, vos gouvernements et vos administrations, pour l'accueil que vous réservez à la communauté française qui voyage ou vit à l'étranger. Nos ressortissants établis hors de France, Monsieur le ministre, sont près de 3 millions et ils font vivre nos coopérations avec votre soutien et votre facilitation, et je tiens à le saluer. Alors que nous prenons le tournant du quart de siècle, il y a quelques tumultes en vue. En prenant la parole devant les ambassadrices et les ambassadeurs français lors de notre 30e conférence, le président de la République a décrit ce monde heurté. Face à cela, notre mission collective est de garder le cap. Mais il y a en nous, dans nos partenariats, dans nos échanges, les ressources nécessaires pour être à la hauteur des défis qui se présentent à nous. Ces défis, quels sont-ils ? Le premier d'entre eux, c'est le retour de la loi du plus fort, qui fait planer sur nous l'ombre de la guerre. En s'adressant à la représentation nationale, le Premier ministre a évoqué le règne de la force brutale. C'est exactement le chemin que la Russie a choisi d'emprunter il y a bientôt 3 ans en Ukraine, le 24 février 2022, ce jour où tout a changé, ce jour qui fut peut-être le premier du XXIe siècle. La Russie le fait en conscience et en dépit des messages que la communauté internationale lui adresse. Elle le fait surtout au mépris de tous les principes que nous nous sommes collectivement fixés après la Seconde Guerre mondiale. Nous avions établi ces principes pour ne plus jamais avoir à revivre ce que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents avaient alors vécu.
Le principe de justice, pensions-nous alors, serait le ferment de la paix mondiale. En violant en Ukraine la Charte des Nations Unies, les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale, le régime russe menace partout cet édifice de la paix. En impliquant en Ukraine d'autres appuis, d'autres nations au service de son projet guerrier et impérialiste, le régime russe nous fait renouer avec les pires heures de notre histoire, un conflit mondialisé, la menace nucléaire, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre qui devront être punis, une instrumentalisation des faits au service d'une propagande qui vise à justifier l'injustifiable. À nos concitoyens, les yeux dans les yeux, nous avons décidé de dire depuis le début, avec constance et détermination, que nous ne pouvions laisser faire en Ukraine. Il n'y a qu'un seul État agresseur, celui qui unilatéralement a fait le choix d'envahir son voisin, s'estimant au-dessus du droit international. Il n'y a qu'un seul État agressé, celui qui, depuis près de 3 ans, lutte courageusement pour sa liberté et pour sa survie. Si le combat des Ukrainiens est aussi le nôtre, c'est aussi le vôtre. À chaque fois que nous transigerons sur les principes, nous abîmerons le précieux socle qu'on constitue l'ordre international fondé sur le droit. Nous prendrons le risque de laisser à nos enfants un monde plus fragile, plus faillible, plus confus. Soyez assurés, mesdames les ambassadrices, messieurs les ambassadeurs, qu'à chaque fois qu'un Européen vous parle du retour de la guerre sur son continent, comme je le fais ce soir, il vous parle aussi de vous. Le deuxième défi que nous devrons relever avec encore plus d'énergie cette année, c'est celui des divisions qui menacent la cohésion de nos sociétés. Qu'il s'agisse des inégalités, de la fracture numérique ou encore des tensions migratoires, nous aurons à trouver les voies et moyens pour retisser la solidarité et protéger nos populations dans nos pays et au plan international. Nous voyons d'ailleurs qu'en matière commerciale, la tentation de jouer bloc contre bloc est revenue elle aussi. Les règles communes sur lesquelles nous tentions de nous accorder sous l'égide de l'OMC sont malmenées. Il est normal que les puissances commerciales de ce monde jouent leur partition et protègent leurs intérêts. Mais l'état de guerre commerciale, qui prenne le nom de protectionnisme ou non, n'est dans l'intérêt de personne. Toute mesure qui, cherchant à protéger une économie, en appauvrit les principaux partenaires, revient à se tirer une balle dans le pied. Et s'il y avait encore un doute à ce sujet, la France, comme l'ensemble de ses partenaires européens, continueront à mettre en œuvre les instruments nécessaires pour que chacun renonce à cette tentation. La cohésion de nos sociétés est malmenée par la manière dont certains réseaux sociaux s'emparent du débat public sans en respecter les règles, avec des comptes qui y font artificiellement monter des polémiques parfois créées de toutes pièces. Le débat public est un trésor fragile et ni la France ni les Européens n'accepteront qu'il soit délocalisé sur des plateformes dont les règles seraient édictées par des milliardaires installés à l'autre bout de la planète. Le troisième défi que nous devons relever, c'est celui du changement climatique. L'accord de Paris sur le climat fêtera ses 10 ans cette année. D'aucuns pensent qu'ils peuvent se retirer sans conséquence et c'est profondément regrettable. La réalité est la suivante. Le réchauffement de la planète tue, il appauvrit, il affaiblit partout sur la planète, de la côte californienne au sud-est de la Chine, en passant par les États insulaires. Songez à Mayotte, songez à Los Angeles, songez à Valence. Nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire, bien que l'accord de Paris nous ait permis d'éviter bien des désastres et bien des catastrophes. Je saisis d'ailleurs l'occasion de m'adresser à vous pour vous transmettre mes plus sincères remerciements pour l'élan de solidarité que vos pays ont spontanément manifesté après le terrible cyclone qui a frappé Mayotte au mois de décembre. Pour relever tous ces défis, nous porterons nos efforts sur 3 priorités, dans la droite ligne des objectifs que le Président de la République et le Premier ministre ont fixés lorsqu'ils se sont adressés aux ambassadrices et aux ambassadeurs de notre pays il y a quelques jours. Pour faire échec à la loi du plus fort, nous rendrons toute sa force à ce que nous sommes, des valeurs claires, une communauté d'action pour répondre aux défis globaux, un ordre international fondé sur des textes fondamentaux, des principes et des droits, une gouvernance, des objectifs en commun. En matière climatique, nous n'avons pas le droit de renoncer. Remettons-nous sur la bonne trajectoire, celle qui permet de limiter la hausse de la température moyenne globale à plus 1,5 degré.
Et pour cela, remettons le plus vite possible des contributions déterminées au niveau national rehaussées et ambitieuses. Dans la perspective de la COP 30 à Belém, je salue le Brésil et lui souhaite plein succès dans une tâche qu'il mène avec énergie et conviction au bénéfice de tous. Protéger le climat, protéger la biodiversité, cela signifie aussi protéger ce qui occupe les 2/3 de la planète, l'océan. Vous le savez, en juin, la France co-organisera avec le Costa Rica à Nice la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, après la 2e et très belle édition que le Portugal a accueillie en 2022. Cette conférence a vocation à être pour l'océan ce que l'accord de Paris a été pour le climat. Nous comptons sur votre participation au plus haut niveau pour discuter de cet espace partagé qui jouera un rôle si important pour l'équilibre de notre planète. Nous y prendrons des engagements concrets, à commencer par la mise en œuvre du traité BBNJ. Nous avons besoin que vos pays ratifient l'accord pour qu'il entre en vigueur le plus vite possible d'ici au mois de juin. Nous avons également besoin que tous, nous tracions des aires marines protégées et que nous construisions les contributions volontaires pour assurer la protection de l'océan, qui est notre patrimoine commun. Comme le climat, l'océan ne peut plus attendre. Nous comptons également sur votre pleine participation au sujet de la nutrition, à l'occasion du sommet Nutrition pour la croissance qui se tiendra les 27 et 28 mars prochains à Paris. Des enjeux globaux, des réponses globales. Sur l'intelligence artificielle qui commence à transformer nos existences, nous réunirons un certain nombre d'acteurs à Paris du 9 au 11 février prochain, lors d'un sommet mondial, le premier de cette envergure, qui sera coprésidé par l'Inde, que je remercie beaucoup de son implication dans la préparation de cette échéance majeure. Sur la diplomatie féministe aussi, la France sera déterminée et cette question mérite l'engagement d'autres diplomaties que j'invite à nous rejoindre. Ces réponses globales se construiront sur la base d'une coordination étroite, ouverte avec l'ensemble des partenaires. Voilà l'engagement renouvelé de la France en ce début d'année. Sur la gouvernance mondiale, il faudra donc rendre plus juste ce qui est fort et plus fort ce qui est juste. Et cela commencera par une gouvernance mondiale réformée et renouvelée. Pour être efficaces collectivement, nous devons être collectivement légitimes. Vous le savez, nous fêterons cette année les 80 ans de l'Organisation des Nations Unies. Et l'ONU est notre héritage commun. Pourtant, l'ONU est souvent critiquée et parfois paralysée. Il faut rappeler ceci. Les Nations Unies sauvent des vies et sont les gardiennes des règles et des principes qui fondent l'ordre international fondé sur le droit. L'intégrité territoriale, l'indépendance, la souveraineté des États, l'autodétermination des peuples, la coopération entre les nations, le développement durable, la solidarité entre les pays sont des règles avec lesquelles nous ne pouvons transiger. Ceci étant posé, je ne détournerai pas le regard d'un fait. L'ONU doit être réformée. C'est le cas par exemple de l'usage du droit de veto au Conseil de sécurité qui doit être encadré et je relancerai à cet égard notre initiative conjointe avec le Mexique. Le Conseil de sécurité doit aussi être élargi, adapté au monde dans lequel nous vivons. Nous aurons ces prochains mois, ces prochaines années des rendez-vous décisifs et nous devons faire des pas de géant. Numéro 1, intégrer au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies plusieurs membres permanents, le G4 et 2 membres venant du continent africain. Numéro 2, réformer l'architecture financière mondiale. Et j'invite celles et ceux qui n'en sont pas encore membres à rejoindre le pacte de Paris pour les peuples et la planète initié par le président de la République. Numéro 3, enfin, pour faire respecter le droit international humanitaire, nous serons là encore à l'initiative avec le CICR et un certain nombre d'autres pays mobilisés sur ce sujet. Pour éviter la tentation de la division et retisser nos liens, il faudra jouer collectif grâce à ce que la diplomatie sait faire de mieux, nouer des partenariats. Et la France met un point d'honneur à approfondir ces partenariats qui sont nombreux. Parfois, il faut même les renouveler quand le temps les a érodés. Avec nos partenaires du continent africain, nous avons bel et bien engagé une métamorphose. Comme n'importe quelle mue, ce processus prend du temps et demande d'être fort. Puisque nous célébrons ensemble la nouvelle année, je m'essaierai à une sorte de bilan. Qu'il s'agisse du président de la République ou des ministres du pôle Affaires étrangères,
la France a rendu 15 visites officielles à nos partenaires africains en 2024, et en sens inverse, 40 personnalités africaines ont été reçues en France dans un format bilatéral. Le président de la République a pour sa part eu 45 échanges bilatéraux avec des chefs d'État et de gouvernement africains, dont 24 ont été reçus à l'Élysée. Et les résultats de cette mobilisation diplomatique exceptionnelle sont là. La réforme du CFA, la reconfiguration de notre dispositif militaire, selon les vœux exprimés par nos partenaires, la restitution des biens culturels sur laquelle nous avançons avec le Bénin, le Cameroun, Madagascar et le Sénégal, le chemin parcouru en matière mémorielle au Rwanda ou au Sénégal, le renouvellement de nos publics, et je pense au formidable projet de la Maison des mondes africains qui ouvrira ses portes en 2025, la réorientation sectorielle comme géographique de nos investissements solidaires et durables, le soutien aux écoles nationales à vocation régionale sur des thématiques porteuses pour l'avenir et qui sont au centre des préoccupations de vos compatriotes comme des nôtres, cyber, lutte contre le terrorisme, protection de l'environnement, le travail sur la souveraineté financière, alimentaire, patrimoniale, enfin. Notre proposition est claire et elle est franche, des partenariats qui servent nos sociétés, qui nous permettent de nous enrichir mutuellement et de nous projeter vers l'avenir, ni plus ni moins. C'est cette même approche que nous proposons à nos partenaires de l'Indo-Pacifique, en développant avec eux des partenariats de souveraineté sur la sécurité et la défense, la résilience des chaînes d'approvisionnement et de valeur, les métaux critiques, la connectivité, le climat. Là encore, nous voulons promouvoir avec vous ce qui sert la cause de nos peuples, la primauté de la règle de droit sur quelque considération que ce soit. C'est tout le sens de la mission Clémenceau 25 du groupement aéronaval qui se déploie dans l'Indo-Pacifique de novembre 2024 à mai 2025 pour promouvoir la liberté de navigation dans cette région stratégique. Pour la France, la préservation d'un espace Indo-Pacifique libre et ouvert, prospère et respectueux des biens communs passe à la fois par le respect du droit et par la recherche de coopération aussi inclusive que possible. Au service de la sécurité et de la prospérité mutuelle, je souhaite insister pour finir sur les efforts que la France continuera de déployer aux côtés de ses partenaires du Proche et du Moyen-Orient. Permettez-moi de me réjouir avec vous du nouvel espoir qui se lève pour la région grâce au cessez-le-feu à Gaza et au Liban, la fin de la crise institutionnelle dans ce pays, le retour des otages. Pour la première fois depuis 500 jours, nous pouvons envisager que la tragédie qui a débuté le 7 octobre 2023 prenne fin et qu'une paix durable puisse être bâtie dans toute la région. Pour parvenir à un tel résultat, la diplomatie française a œuvré d'arrache-pied sur tous les tableaux. Au Liban, nous avons négocié avec les Américains un accord de cessez-le-feu qui a mis fin à la guerre. Nous veillons à sa mise en œuvre et nous avons facilité une sortie de la crise institutionnelle avec l'élection du président de la République, Joseph Aoun. Nous voulons désormais consolider l'espoir qui s'est levé au pays du Cèdre en favorisant sa souveraineté, notamment en soutenant les forces armées libanaises, et sa reconstruction, et nous accueillerons bientôt une conférence des bailleurs à Paris. En Syrie, nous sommes pleinement engagés en faveur d'une transition politique qui garantisse la stabilité et la prospérité du pays, comme la sécurité collective. Des sanctions vont être progressivement allégées, la reconstruction va se mettre en place, et nous nous tenons prêts à redéployer notre dispositif diplomatique sur place. Nous accueillerons à Paris dans quelques jours une conférence internationale pour soutenir cette transition syrienne, si importante pour la région et les équilibres du monde. En Israël et dans les territoires palestiniens, il faudra tirer profit des acquis précaires du moment pour créer une dynamique régionale et internationale favorable à la paix. C'est tout l'objet de la conférence que nous présiderons avec l'Arabie saoudite au mois de juin, sous l'égide des Nations unies et au service de la solution à deux États. Plus largement, dans la région, les défis sécuritaires posés par le programme nucléaire iranien demandent une solution diplomatique globale et des efforts convergents. Et en évoquant l'Iran, j'ai évidemment une pensée pour nos concitoyens détenus arbitrairement, otages d'État de la République islamique, comme pour vos compatriotes qui, partout dans le monde, sont détenus dans ces mêmes conditions inacceptables. Pour consolider à l'échelle de la région une architecture de sécurité et un espace de dialogue, la conférence de Bagdad, la 3e, au printemps, sera un moment clé et je salue l'engagement de nos partenaires en la matière. Avec les Émirats arabes unis,
Avec le Qatar, avec l'Arabie saoudite, mais aussi l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, nous continuerons de renforcer nos partenariats stratégiques qui tirent profit de liens bilatéraux exceptionnels, qui ne sont pas exclusifs les uns des autres et trouvent chacun leur voie. Je partage avec vous ma préoccupation au sujet des propos et actes de l'Algérie à notre égard, qui ne sont dans l'intérêt ni des Français ni des Algériens. Soyez assurés que la France sera toujours ferme pour défendre ses intérêts quand ils sont mis en cause, mais toujours ouverte pour dialoguer et retrouver les chemins d'une relation mutuellement bénéfique, selon les termes de la déclaration d'Alger, agréée par le président de la République et par le président Tebboune. En matière de partenariat stratégique, j'ai une nouvelle fois une pensée particulière pour notre partenaire indien, qui nous fait l'honneur de coprésider le sommet sur l'intelligence artificielle que j'évoquais tout à l'heure et que nous accueillerons également pour une visite bilatérale. Enfin, la priorité de la France face à ces défis sera d'œuvrer en faveur d'une Europe puissance, en accélérant la mue que le président de la République a promue dès 2017 et dont il a précisé les contours dans son discours de la Sorbonne au printemps dernier. Et ce renforcement de notre Europe commence évidemment par le renforcement de nos liens avec nos voisins immédiats. Vous le savez, nous avons, il y a quelques jours, célébré le traité bilatéral qui nous lie avec l'Allemagne, avec nos voisins allemands. Nous continuerons de cultiver les relations d'amitié que nous entretenons avec l'Italie et l'Espagne, avec lesquelles nous avons signé également des traités de coopération qu'il nous appartient désormais de faire vivre. Et puis dans le courant de l'année, nous aurons l'occasion de signer un traité bilatéral avec la Pologne, qui n'est pas tout à fait un voisin, mais qui est un grand ami de la France, et de renforcer la relation que nous avons établie avec le Royaume-Uni, qui est pour tous les pays de l'Union européenne et qui demeure un partenaire essentiel. Notre Europe doit devenir une communauté stratégique, une puissance politique et de défense, une puissance économique à sa mesure. Non pas pour nous replier sur nous-mêmes, mais pour continuer de partager avec le monde et interagir avec lui. L'Union européenne est un projet de paix, de prospérité, un espace où les peuples ont su se réconcilier et se rapprocher. La France en défendra l'existence et l'ambition envers et contre tous, ce qui nous demandera de revoir en profondeur nos politiques et de nous moderniser dans les prochains mois. Je voudrais d'ailleurs saluer la Pologne qui prend ce mois de janvier la présidence du Conseil de l'Union européenne. Radek Sikorski m'a fait l'amitié de participer à la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs et je le remercie encore. Je sais que la Pologne mettra toute son énergie et son ambition au service des chantiers de notre Europe. Avec l'ensemble de nos partenaires européens, nous accélérerons sur l'innovation et la compétitivité pour donner à l'Europe les moyens de sa politique. Dans la lignée du rapport Draghi, la France sera force de proposition pour soutenir nos filières industrielles, notamment dans l'acier, l'autonomie et les batteries, et faire progresser l'union des marchés de capitaux. Et je veux rappeler, parce qu'on a tendance à l'oublier, que si le rapport Draghi, comme le rapport Letta l'avait fait, a fait apparaître le risque d'un décrochage, ce qu'il faut aussi retenir de ces deux rapports, celui de M. Letta et celui de M. Draghi, c'est que l'Europe est un continent riche dont les atouts et les actifs sont exceptionnels et qui dispose d'un potentiel gigantesque qui lui appartient désormais de révéler. L'Europe puissance est aussi une Europe qui renonce pour de bon à une forme de naïveté. Il faudra d'abord renforcer la sécurité européenne. En matière économique, cela impliquera de prendre toutes les mesures commerciales fortes et légitimes si des droits de douane venaient à mettre nos entreprises européennes en risque. Sans naïveté ni dogmatisme non plus. Les accords commerciaux qui nous apportent des bénéfices réciproques auront notre soutien. Ceux qui n'atteignent pas les standards requis, notamment en matière environnementale, et qui affaiblissent nos agriculteurs, ne l'auront pas. Entendons-nous, l'Europe a tout intérêt à commercer avec le reste du monde, comme elle l'a fait depuis des décennies, mais il n'est pas compréhensible pour celles et ceux qui produisent en Europe de se voir prescrire des normes et des obligations qui ne s'imposent pas aux producteurs dans les régions avec lesquelles nous commerçons. En matière de défense, le retour de la guerre sur le continent européen a tout changé. La France continuera à construire avec ses partenaires de l'Union européenne l'économie de guerre dont l'Europe a besoin et de consolider sa base industrielle et technologique de défense. Là encore, difficile d'imaginer construire une véritable base industrielle et technologique de défense.
Difficile d'imaginer construire une Europe qui puisse se défendre elle-même sans que cette base industrielle et technologique de défense fasse toute sa place à l'industrie européenne. Et c'est pourquoi la France plaide pour une préférence européenne. C'est à la fois une question d'indépendance, mais c'est aussi une question de consentement de nos concitoyens aux efforts nécessaires pour donner une réalité à cette base industrielle et technologique de défense européenne. L'Europe puissance, c'est aussi une Europe qui ne fait aucune concession sur ses frontières ou sur ses principes. Les frontières de l'Europe ne sont pas négociables, ni au nord, ni au sud, ni à l'est, ni à l'ouest. Les clauses de solidarité mutuelle qui nous lient à nos partenaires européens ont une valeur très forte pour nous, et la France tiendra ses engagements. Nos concitoyens attendent avec une forte préoccupation que nous les protégions des crises migratoires successives qui affectent le continent. Je sais que beaucoup d'entre vous, sur vos territoires respectifs, vivent de telles situations. La diplomatie française prendra toute sa part pour protéger les Français, en bonne intelligence avec chacun de ses partenaires. Et je n'aurai aucun tabou à ce sujet, car c'est la condition pour des coopérations fructueuses. En matière migratoire, nous devons dialoguer sans relâche pour décider d'actions qui soient bénéfiques de part et d'autre. Des frontières, je le disais, des principes. Dans l'espace numérique, des réseaux sociaux s'emparent du débat public sans en respecter les règles. Des comptes font artificiellement monter des polémiques. L'Europe s'est dotée de règles et j'appelle la Commission européenne à les faire appliquer, tout simplement. Au-delà de l'Union, nous avons besoin de mener avec les partenaires qui nous sont les plus proches une conversation plus large dans le cadre de la communauté politique européenne voulue par le président de la République et de l'élargissement de l'Union européenne auquel nous sommes très attachés. Conversation plus large, dynamique, en phase avec les projets dont nous avons besoin pour approfondir nos liens, bâtir des leviers pour nous connecter davantage, renforcer nos outils de sécurité à une plus grande échelle. Poursuivons cette conversation ensemble, rendons-la dans le cadre des prochaines échéances encore plus opérationnelles au service de ce que nos compatriotes nous demandent, être à la hauteur des mutations qui bouleversent les équilibres du monde. Mesdames les ambassadrices, messieurs les ambassadeurs, nous avons fort à faire, mais nous pouvons compter sur une communauté qui se distingue par son amour du dialogue et sa capacité à nouer des partenariats. La diplomatie, je le crois profondément, face au nouveau désordre mondial, a tout son rôle à jouer. Et en disant ces mots, et pour conclure, je pense à nos diplomates, ceux qui œuvrent jour et nuit pour la libération de nos otages en Iran et à Gaza, ceux dont l'outil de travail a été incendié il y a quelques heures à Kinshasa. Ces actes inadmissibles interviennent dans un contexte très dégradé dans la région et nous ferons tout pour que le feu cesse et que les processus de Luanda et de Nairobi puissent reprendre. Et plus généralement, à tous nos diplomates qui travaillent parfois dans des conditions difficiles et dont le courage, le professionnalisme et l'engagement forcent notre admiration et notre respect. À l'ombre de la guerre, notre résolution collective devra être forte, elle devra être claire, et vous pouvez compter sur ma détermination, celle de la diplomatie française et celle de la France. Belle et heureuse année à toutes et tous.